Coucou! Au programme de cette vidéo, on va passer en revue les 16 figures du tarot, donc du page au roi de coupe, de bâton, d'épée et de pentacle. Et on va utiliser ces figures comme des parties de nous qui vont être plus ou moins activées selon les périodes de notre vie. Donc on va en profiter aussi pour faire une introspection, un retour en arrière, voire une façon de se projeter dans l'avenir en utilisant les figures. Mais donc l'accent, c'est pas que sur mon parcours et comment je relie les figures à des parties de mon parcours, de ma personnalité, de mon histoire, de ce que j'aimerais manifester dans ma vie. C'est aussi de vous montrer comment faire cet exercice pour vous-même, de vous ramener quelques suggestions, comment appliquer ces angles d'approche finalement à votre pratique du tarot et aussi à des tirages pour autrui si c'est ce qui vous intéresse. La genèse de cette vidéo, c'est une conjonction d'éléments, d'événements, d'envies qui se sont rencontrés là, tout de suite pour donner ça. C'est vrai que ça fait longtemps que j'avais envie de parler des figures, qui sont certainement les cartes les plus redoutées, pas parce qu'elles font peur, mais qu'elles sont redoutées dans l'apprentissage du tarot, parce qu'elles ne sont pas très faciles à appréhender. Et je pense que ma façon de faire pourrait en débloquer certaines qui galèrent avec ces cartes-là, qui ne savent pas trop comment les interpréter. Ça, je ne sais pas, mais c'est un de mes espoirs avec ces cartes-là. Et voilà, je pense que j'ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos des aspects plutôt théoriques du fonctionnement de chacune des cartes, du fonctionnement dans les séries. Tout ça, je mettrai en bas. Et on ne va pas trop s'attarder là-dessus ici, ça fera certainement l'objet d'autres vidéos, mais ici pour ne pas alourdir la vidéo, on va rester dans un côté très pratique de comment s'approprier les cartes avec un système plutôt décomplexé. Donc ça me tient à cœur, quoi. C'est qu'on ne reste pas figé sur les personnages de cours, ça fait référence à d'autres personnes et ça fige aussi, ça réduit la personnalité des gens de notre entourage et tout ça à quelques aspects parce que les figures ne font pas du tout le tour de la personnalité de quelqu'un, ça se concentre sur quelques aspects. Donc j'avais quand même envie de nous inviter, mais comme plein d'autres personnes l'ont fait avant moi, hein. Je prétends pas avoir inventé un système ici, pas du tout, et je vous mettrai quelques références qui peuvent vous intéresser aussi là en dessous. Mais bon, j'avais envie d'apporter ce petit pétillant dans l'approche des figures où elles sont plus réductrices. Ça me paraît quand même important. Parce qu'on les réduit souvent en termes de genre, en termes d'âge, toutes ces choses-là. Pour moi, c'était emballé, il faut passer à autre chose, il faut faire de la place à du neuf. Et dans cette conjonction d'éléments qui m'a fait réfléchir au format de cette vidéo, j'ai vu passer pas mal ces derniers temps le principe d'un tag de vidéo sur YouTube qui s'appelait Tarot for Decades, je pense, le tarot par décennie. Et ça revenait à associer un jeu de tarot à une décennie depuis notre naissance jusqu'à où on en est aujourd'hui, pas parce qu'on a forcément utilisé ces tarots-là cette décennie, mais parce que ça nous évoque notre état d'esprit de ce moment-là. Et j'ai trouvé ça intéressant, je vous mettrai le tag et quelques vidéos dans la barre de description, mais j'ai trouvé que c'était pas ce qui résonnait pour moi. Ce qui résonnait pour moi, c'était plutôt d'associer des cartes à des parties de ma vie, comme j'ai pu le faire lors d'exercices dans mon apprentissage du tarot, et ça je reviendrai là-dessus. En fait c'est rigolo, c'était mon anniversaire il y a quelques jours et j'ai reçu une lettre de moi-même il y a un peu plus de 5 ans, juste au moment où je commençais le tarot en plus, donc c'est assez rigolo. Je m'étais envoyé une lettre sur un site qui s'appelle, je pense, Future Me, et c'est un site qui envoie des mails à ton toi du futur. Donc ça a plein, on peut choisir une date ou faire une date fixe, mais ça a tellement plein de trucs sympas, cathartiques, dans le fait d'écrire, de se positionner soi en tant qu'ancêtre de la personne qu'on sera. Enfin ça crée des liens entre les différentes parties de nos vies, ça nous permet de pas vivre de façon déconnectée, puis on réfléchit à ce qu'on a envie de dire à la personne qu'on sera dans 5 ans, on choisit ses mots, enfin, je pense, en tout cas je l'ai fait parce que c'est quand même quelque chose qui est assez important.
Et j'ai trouvé ça tellement sympa qu'elle m'a envoyé une lettre, elle a tout d'il y a 5 ans. Ça m'a fait trop plaisir de me réveiller le 28, jour de mon anniv, et de voir ça, c'était trop chouette. Et puis après, le lendemain, je lui ai réécrit une longue lettre manuscrite pour le coup, parce que ça me faisait trop plaisir d'entrer en contact avec ces ancêtres-là. Alors oui, évidemment, c'est un exercice, c'est plutôt symbolique et tout ça, et encore que pas que, moi j'ai vraiment eu l'impression que ça me permettait au niveau... je vais lâcher le grand mot au niveau médiumnique, d'être connectée à celle que j'étais. Et que du coup, j'ai presque eu l'impression que je pouvais lui renvoyer des infos, genre, tu vas voir. Je ne sais pas très bien expliquer, mais en tout cas, ça m'a fait du bien sans rentrer dans des gros trucs magiques ou quoi. C'était juste psychologiquement très intéressant. Je dois réécrire une lettre pour moi du futur, du coup, enfin, un mail. Mais ça fait tellement, il y a tellement ce côté missif de recevoir ça que j'ai envie de dire lettre. C'est pas la même chose d'avoir un truc qui traîne chez soi dans une boîte ou quoi, qu'on se dit on n'ouvrira qu'à cette date. Je sais qu'il y a des gens qui font ça, mais recevoir le mail, on arrive quand même à l'oublier. Et ça, c'est vraiment spécial. Je crois qu'il y a quelques mois, je me suis rappelé de ce truc-là. Je suis allée voir dans mes mails et j'ai eu l'accusé de réception de l'envoi, mais ça dit ni à quelle date tu l'as programmé, ni c'est quoi le contenu. Donc une fois que tu as envoyé, tu n'as plus de traces, quoi. C'est dans les serveurs. et donc voilà, ça avait ce côté, waouh, je sais pas quand je vais le recevoir. Je crois que je l'avais programmé dans 10 ans. Ok, c'était en 2016. Quoi, il me faudra encore attendre 5 ans avant de l'avoir. Et finalement, non, merci, enfin, c'était cool. Ce qui est super émouvant dans ce mail-là, c'est que j'avais commencé à apprendre le tarot il y a moins d'un mois. Et dedans, je le mets, je me fais, j'ai commencé à apprendre le tarot, est-ce que ça fait toujours partie de ta vie? Je suis là, t'imagines même pas à quel point c'est devenu ma passion. Tu crois que je m'égare, mais je ne m'égare pas. En fait, du coup, ça m'a donné envie. Tous ces trucs sont arrivés en même temps. Toutes ces choses sont remontées en même temps. Parce que j'ai reçu cette lettre et du coup, je me suis dit, mais dans quel état d'esprit j'étais quand j'ai envoyé ça? Donc, dans mes carnets de cette époque-là, je retombe aussi notamment sur un exercice que propose Beth dans The Alternative Tarot Course, qui est aussi un exercice assez classique de l'apprentissage du tarot. C'est, ok, il y a le voyage du fou, de la folle, du mât dans les arcanes majeur, on peut le voir d'une façon linéaire, mais en général notre vie elle est beaucoup plus dans tous ces archétypes-là, même s'il y a un côté cyclique, un côté qui revient et tout ça, et donc on fait l'effort de se dire, ok, telle étape de ma vie je l'associerai à telle carte et tout et tout. Donc du coup, la conjonction de toutes ces choses m'a donné envie de faire l'exercice avec les cartes de cours. Je suis donc retournée dans mes carnets de ma formation de tarot de l'époque, donc j'étais très active dans mes carnets à ce moment-là, pas comme j'ai pu le faire à d'autres moments dans ma vie, mais vraiment dans le truc, ok, j'étudie le tarot, j'en profite de temps en temps pour noter des rêves, ou noter des réflexions. C'était un moment très fort d'introspection pour moi, la découverte du tarot, puisqu'à la base, je l'ai surtout utilisé comme ça, comme un outil d'introspection, et ça reste d'ailleurs... un de ses usages premiers pour moi. Et donc là-dedans, j'ai retrouvé mon truc du voyage du fou. Je ne l'ai pas encore relu, mais c'était trop chouette de retrouver ces exercices-là. Et puis, les trucs sur les figures. Et puis, en même temps, il y avait ces vidéos qui passaient. Ça m'a fait connecter les points, quoi, tout ce truc-là. Ça m'a donné envie d'utiliser cette vidéo pour visiter chacune des figures et les accrocher à des moments précis de ma vie. Alors vous allez dire, Katou, tu vas encore t'étaler, parler-toi. Ouais, si ça t'intéresse pas, t'es pas là. Je suis une artiste qui lie l'intime et le personnel à ma pratique des cartes et aux politiques et à plein d'autres choses. Donc, sorry, not sorry, mais les gens que ça intéresse pas, bye. Et pour les autres, oui, vous allez m'entendre parler de ce que je vois dans les figures, tout en parlant... de moi, puis aussi en vous invitant à réfléchir à comment fonctionnent les figures à travers mon propre regard sur ces figures. Et c'est quoi mon regard sur ces figures? Mon regard, c'est qu'à 90%, voire plus, dans les tirages, les figures, elles parlent d'aspects de nous-mêmes. Et à aucun moment on est réductible à une figure. On peut dire qu'à un moment on est plus... le roi de bâton, que la page de coupe par exemple, mais en fait elles font toujours partie de nous. C'est comme, disons, on a un thème astral.
Il y a plein de parties de notre thème qui ne sont pas activées à un moment précis parce qu'il n'y a pas de planète là, il n'y a pas de transit, il n'y a rien qui va activer cette partie-là de notre thème. Mais cette partie de notre charte, on va l'activer à un moment ou à un autre. Même si j'ai rien, je ne sais pas moi, en maison 12, quand le soleil va passer dans ma maison 12, ou que Mercure va passer dans ma maison 12, ou même Saturne va y passer 3 ans, cette maison, elle va forcément être activée dans mon thème. Je crois que c'est un peu la même chose si on devait placer les 16 figures quelque part dans nos vies. Elles ne sont pas toutes activées, mais elles sont toutes là. On a toujours ce potentiel-là d'incarner les figures. Et ouais, c'est ça qui est assez important dans ma façon de concevoir le tarot. D'ailleurs, on travaille toujours lentement mais sûrement à notre projet de tarot avec mon amoureuse, Rose Butch. Je remets les liens en dessous. Et on aimait bien cette idée que pour chacune des suites, alors ça pourrait être pour toutes les cartes, mais là ça devient un petit peu plus embêtant parce que c'est difficile d'avoir de la diversité quand on n'a qu'un personnage dans un tarot. On aurait un personnage pas différent, même pas à différents moments de sa vie, mais qu'on peut toujours on peut toujours incarner toutes les figures, quoi. Et surtout, on a parfois une façon de cantonner, alors visuellement c'est utile, symboliquement ça nous aide à réfléchir, mais de cantonner, ok, l'enfant, c'est le page, l'adolescent, c'est la cavalière, la reine, c'est un adulte d'âge moyen, et puis le roi, c'est une adulte plutôt âgée. Ça peut être utile pour avoir des références, mais ça véhicule parfois de l'agisme, mais aussi ça nous limite. Donc on a toujours, même quand on essaie de simplifier, même quand on n'est pas dans des trucs trop réducteurs dans ce qu'on lit dans les cartes, on a cette tendance à les réduire. Donc de pouvoir se dire, moi maintenant, je suis à la fois la page de Pentacle, la reine de Pentacle, le roi de Pentacle et la cavalière de Pentacle, ça m'aide ça m'aide beaucoup et je vous invite vraiment à le faire. Je ne veux pas dire que les figures ne représentent jamais des aspects d'autres personnes, qu'elles représentent systématiquement des aspects de nous-mêmes. Dans mes tirages personnels, je pense qu'elles représentent à 90% des aspects de moi-même. Dans les tirages que je fais pour d'autres, je dirais peut-être plutôt 70 ou 80%. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur, sur le fait de voir d'autres personnes dans les tirages qu'on fait pour autrui. Dans la cartomancie, je trouve, personnellement, dans ma façon de tirer les cartes, je ne trouve pas que c'est forcément les figures qui vont être les cartes qui permettent de voir, de ressentir, d'avoir des intuitions par rapport à des personnes de l'entourage, ou des ancêtres, ou des guides d'une personne en question. C'est souvent des éléments visuels sur le jeu que j'aurais intuitivement choisi pour tirer les cartes qui vont faire des petits déclics pour penser à quelqu'un, pour avoir des échos par rapport à des personnes de l'entourage et tout. Et pour moi, ça ne se limite pas forcément aux figures. Donc voilà. Donc dans un tirage, quand on tire une carte de cours et qu'elle représente une autre personne, c'est quand même toujours en interaction avec nous-mêmes. C'est souvent pour ce que cette personne va évoquer chez nous, que ce soit par un effet de miroir, un effet de projection, etc. Ce à quoi on aspire, ou bien si quelqu'un réveille quelque chose chez nous, c'est souvent parce qu'on a cette partie de notre personnalité aussi, puisqu'on est d'une façon ou d'une autre, on a cette activation possible de tous les archétypes des figures en nous. Et revenir aux consultants, consultantes, quand on tire les cartes et qu'on a des figures, et que même si ça peut faire écho à d'autres personnes, on renvoie vers le consultant, consultante, ou vers soi si on tire les cartes pour soi. Ce que ça permet de faire, c'est de ne pas trop utiliser les cartes pour projeter sur d'autres personnes, ce qui peut poser quand même des questions éthiques, pour avoir des informations sur ce que ressentent d'autres personnes, ce qui va se passer dans la vie d'autres personnes, etc. C'est quand même un terrain miné. Je respecte les personnes qui tirent les cartes avec cette optique-là, mais moi, je préfère pas m'y aventurer, et je trouve que l'appréhension des cartes comme « Ok, telle personne »,
qu'est-ce qu'elle réveille chez toi, qu'est-ce que son comportement réveille chez toi et tout, est souvent plus pertinent, plus judicieux et nous permet plus d'être dans des techniques d'empowerment, de retirer quelque chose qui va nous autonomiser, nous redonner de la puissance par rapport à une situation ou à une interaction précise, plutôt que nous enliser dans quelque chose et nous figer, nous et les personnes en face, dans un modèle alors qu'on est juste en train de prendre une photo à un instant T de ce qui est en train de se dérouler. En tout cas, personnellement, et c'est pas l'unique façon de tirer les cartes, mais personnellement, quand j'ai développé davantage cette interprétation des cartes de cours, des figures, dans mes tirages, c'est devenu plus fluide. Mon rapport aux figures est devenu plus fluide, ça a plus fait sens, ça a élargi les cartes plutôt que de les réduire. Donc je vous invite en tout cas, parce que je trouve que c'est intéressant, à sortir un ou des jeux de cartes et vous dire ok, telle figure, c'est vrai, je l'ai super bien incarnée à tel ou tel moment de ma vie, ou bien maintenant, ou si je l'incarne moins maintenant, ou si j'incarne sur un côté un peu moins à l'endroit, qu'est-ce que ça veut dire, si elle est dormante pour l'instant, pourquoi, comment je peux m'y connecter, comment je m'y suis déjà connectée. Donc ça nous permet de faire tous ces petits exercices qui sont super utiles. Comment réveiller ou comment incarner juste pour une journée cet archétype-là, même si pour l'instant ça nous paraît tellement loin. Voilà, tous ces trucs-là, je trouve que c'est intéressant et je conseillerais de faire ce jeu en ayant plusieurs tarots. Je sais pas, je trouve que c'est difficile de se voir tout le temps dans une carte d'un jeu en particulier. Par exemple, la fille de Pentacle, donc Page dans ce Wild Unknown, pour moi, elle me représente vraiment dans ma façon d'être enfant. Elle me fait vraiment vibrer avec mon enfance. D'ailleurs, toutes les pages de ce tarot-ci me font vibrer avec mon enfant intérieur et celle que j'étais enfant. Mais dans d'autres jeux, je n'ai aucun mal à lire les pages comme celles que je suis au quotidien. D'ailleurs, les pages sont quand même des personnages qui me conviennent très bien. J'ai ce côté curieux et j'aime bien aller directement au contact des choses, d'expérimentation spirituelle et tout ça. Donc voilà. Donc moi je vais sortir plusieurs jeux pour ça et je vous invite vraiment à le faire. Je vais essayer de me rappeler toutes les questions qu'on peut se poser quand on voit des cartes pour voir comment ça résonne et tout ça. Et je vais surtout essayer de faire une fiche pour mon blog où vous allez retrouver ces petites questions pour pouvoir les refaire chez vous et les appliquer à votre propre situation. Tout comme d'ailleurs, je vais essayer de mettre sur le site un récapitulatif de qu'est-ce que sont les figures, comment on les croise avec les éléments, donc les 4 figures, les 4 éléments. Je ne vais certainement pas faire un tableau, mais je vais prendre un bref récapitulatif si je ne sais pas déjà sur le site. J'en referai un. Je ne sais plus, il faut que je vois où j'en suis. J'ai ça dans mes dossiers, mais je ne sais pas si j'ai déjà publié, quoi, hein, ou si c'est tout à fait au point. Bref, on verra, on se tient au jus. J'ai kiné super bientôt et ça me fait rigoler de savoir que vous allez encore me voir dans des tenues différentes, y compris au montage, quand vous regarderez ma vidéo. Mais voilà, après je me suis bien décomplexée avec ça. Écoutez, je suis malade chronique, non, je ne peux pas faire une vidéo d'un coup en ayant toujours toutes mes cuillères. Oui, j'en perds beaucoup en cours de route et pour que mes vidéos elles aient du rythme, il vaut mieux que je les tourne en plusieurs jours et que je fasse un minimum de montage. Donc voilà, profitez bien de mes cheveux roses, ils seront pas très longtemps dans la vidéo. Je vais pas trop préparer parce que je préfère vraiment réfléchir en live. J'ai l'impression que ça va donner un côté plus dynamique au truc, ça va peut-être vous inspirer plus. Et j'ai sorti mon TA parce que je l'ai justement sorti de mes papiers aujourd'hui. C'est ma vieille version, c'est la version de 1984, tout comme vous savez elle est toute abîmée, mais c'est comme ça qu'on l'aime. Donc on a l'enfant de bâton qui est l'équivalent de la page de bâton. Alors quand je vais aller lire pour moi les bâtons, quand je vais lire pour des autres, j'utilise plus de pincettes. Mais pour moi il y a quand même un côté sexuel dans l'expression des bâtons qui est assez important. Ça, c'est la première chose que je dirais. Pour les tirages pour d'autres, ça dépend. Et sinon, un côté créatif. C'est surtout ces éléments-là. Après, en fonction des jeux, ça va peut-être évoquer d'autres choses pour moi. Mais
mais quelque chose comme ça. Et donc là, j'aime vraiment bien ces cheveux qui, pour moi, ont un côté très méduse, très gorgonesque. Et qu'en même temps, elle soit posée dans beaucoup de calme. Donc on a l'impression qu'elle s'étire, qu'elle s'étend, qu'elle a un mouvement de ok, je suis bien, je suis ancrée, et en même temps, j'ai envie d'aller vers plein de choses et tout. Donc ça m'évoque des moments où ça, des moments tout frétillants sexuellement, des moments avec des envies d'exploration ou des choses qui se mettent en place, qui font enfin du bien alors que c'était difficile depuis des années. Donc ça, cette envie d'explorer, d'aller de l'avant, de laisser tomber les blocages, les peurs ou tous ces trucs. Ça n'a pas forcément eu des expériences faciles de ce côté-là. Et du coup, peut-être chez certaines personnes, vous allez dire « Oh, c'est un état d'esprit très adolescent. » Mais mon état d'esprit pendant mon adolescence, c'était vraiment très très loin de ça. Donc pour moi, ça me fait penser plutôt à, je dirais, il y a 6 ans, à cette période-ci de l'année, quand j'étais vraiment prête à m'ouvrir à plein de choses. Et puis j'ai rencontré Rose et tout, et voilà, vraiment ce côté, j'ai des antennes partout, je me sens des envies d'exploration et tout, plus ou moins à cette période-ci de l'année, en juin, j'ai fait une série de photos avec Christelle, photos du nu, hein, comme vous savez certainement, c'est des choses qui sont importantes pour moi en tant qu'activiste grosse, et aussi en tant qu'artiste. De pouvoir poser, ça avait été une expérience de découverte de l'intime et de mise à nu et tout, qui a été très intéressante, qu'on a fait pendant des mois avec mon amie photographe Christelle. Puis il y avait une exposition, une petite expo liée à son cours de photos, de ces images-là, et je me sentais vraiment puissante dans le fait que ces images étaient dévoilées. C'était comme si j'étais prête à me donner au monde. Et il y a quelque chose qui est plus réceptif dans les pages que dans certaines des autres cartes des figures. Et je pense que c'était ça qui était toujours plus difficile pour moi. C'était quand même dans une optique réceptive, dans une optique d'aller de l'avant et tout, ça va, mais de laisser l'initiative ou quoi à d'autres personnes, c'était plus difficile. Et là, je crois que c'est un moment où à la fois j'étais extravertie, j'étais assez sociable, j'avais pas trop peur des interactions sociales, alors qu'il y a beaucoup de moments où j'avais des phobies sociales et tout, et mon côté introverti prenait le dessus. Et en même temps, j'étais prête à vraiment recevoir le désir des gens, tout simplement. Bon, le désir des meufs, hein, soyons clairs. Vous voyez, ça c'est une des images en question, là, la photo là, c'était une des images... des photos prises par Christelle. J'en profite pour rester dans les bâtons. La cavalière, qui est ici l'Amazone de bâtons, pour moi, il y a de ça aussi. Mais c'est les moments où tu as beaucoup de désirs, beaucoup d'envie, beaucoup de choses que tu as envie d'exprimer sexuellement et tout, mais tu n'as pas de partenaires qui sont disposés à l'écouter. Je trouve que sur la première carte, c'est plus le côté flirteuse qui pouvait être là, et ici c'est plus le côté j'affirme ce dont j'aurais envie, ce dont j'ai besoin, sauf qu'on vit dans un monde de consentement et on vit dans un monde qui est parfois assez cruel avec certaines personnes qui ont des cœurs marginalisés par exemple, et c'est pas parce que tu as envie de quelque chose que tu l'auras. Donc l'Amazone de bâton a quand même ce côté-là, elle a cette dimension-là, mais pour moi c'est une carte que j'ai aussi beaucoup tirée l'année passée, et c'était plutôt... il y avait une connexion à ça. Donc, ok... Qu'est-ce qu'on fait quand ces désirs ne sont pas rencontrés? Qu'est-ce qu'on fait quand on ne se sent pas désirable? Et des trucs comme ça, qu'on peut aussi trouver d'ailleurs chez la reine de bâton. Mais c'est aussi le côté, ok, qu'est-ce que je vais faire de tous mes projets? Qu'est-ce qui me convient comme projet? Comment j'ai envie de m'exprimer créativement? Est-ce que vraiment je suis en phase avec ce que j'exprime? Artistiquement, créativement, est-ce
ce que je donne au monde? Est-ce que mes contenus, par exemple, en tant que créatrice de contenu, ça me convient? Est-ce que c'est en adéquation? C'est des moments où, du coup, j'étais amenée, au final, à faire beaucoup de pauses avec Instagram. Parce qu'Instagram a un rythme qui ne va pas du tout avec la création de contenu. Hein, c'est un rythme entrepreneurial, capitaliste, etc. Et donc, il y a aussi la dimension, c'est quoi ton rythme? C'est quoi ton contenu? Comment tu fais pour proposer quelque chose qui te convient? Comment tu fais pour pas t'emballer? Parce qu'évidemment, tu as des idées de tonnes, de milliers de choses que tu as envie de faire, sauf que ton corps, tes cuillères, en tant que malade chronique, c'est pas ça. Donc, comment tu fais pour trouver cet équilibre-là? Donc, être en adéquation, c'est ça aussi. C'est quelles sont mes envies, quel est le format, est-ce que ça va? Par exemple, est-ce que si écrire sur un blog, ça me convient encore? Ou faire des vidéos, par exemple, c'est certainement ce qui en a résulté. Hein. À la fin de l'année passée, je me suis dit, ben, finalement, au final, vraiment, je trouve un rythme qui me convient dans les vidéos et c'est plus comme ça que j'ai envie de m'exprimer pour l'instant. Ce que j'aurais jamais cru avant, en fait. Donc voilà, et d'essayer de voir loin, parce que comme toutes les cavalières, hein, ça se met en mouvement, on a envie de se projeter, on a envie de faire des trucs folles, on est en quête, hein, c'est la quête qui anime les cavalières, les Amazones ici, ouais, mais en même temps, comment je fais pour intégrer ça dans mon quotidien? Comment je fais pour attraper ce bâton qui est en feu là? Comment j'essaie de ne pas me brûler avec tous ces projets pour pas arriver justement à être dans un état qui va être plutôt proche du 10 de bâton. La mère de coupe, c'est le roi de coupe. Et du coup, ça va peut-être pas résonner pour vous d'une façon comment on conçoit cette carte-là traditionnellement, mais en même temps, ça peut vous montrer comment on s'approprie les cartes par rapport à notre vécu. Ça me fait beaucoup penser à... Pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à parler de moi-même avec mes amis, avec tout. D'ailleurs, c'est encore quelque chose que j'ai. Je suis plus à l'aise dans le fait d'écouter des gens, de conseiller les gens, que de parler de moi-même. Alors, vous allez dire, ouais, Katou, t'as vu ce que tu postes? Oui, d'accord, mais enfin, c'est pas toujours la même chose dans l'interaction de personne à personne. Et la reine de coupe, le roi de coupe, pardon, me fait maintenant beaucoup penser à tous ces moments où tu essaies de faire de la place pour tenir la coupe des autres, tu essaies de faire de la place pour qu'ils puissent gérer leurs émotions. Quand tu as des amis qui sont en crise dans le couple, elles te demandent pas comment tu vas, toi tu es toujours célibataire, on en a rien à foutre, mais elles vont t'appeler au milieu de la nuit et tout ça pour gérer leur situation et tout. Et c'est des moments où, à force de trop vouloir tenir la coupe des gens, j'ai beaucoup de frustration, j'arrive pas à mettre mes limites. Je me sens pas écoutée parce que je suis quelqu'un qui a besoin en amitié qu'on me pose des questions, souvent qu'on me tire les verres du nez pour savoir comment je vais vraiment. Je suis quelqu'un, on peut jamais se contenter d'un ça va. et donc dans beaucoup de relations, les gens savent pas poser des questions, ce qui n'est pas forcément mal de leur part, rien. C'est difficile du coup d'avoir des relations qui sont compatibles avec moi parce que j'ai besoin qu'on me les pose. Donc ça me fait penser à ces moments où on s'épuise dans une relation à faire de la place pour l'autre, à tenir le contenant, à leur laisser déposer, se reposer sur, mais dans ce moment-là, on ne se met pas ses limites, on agit plus comme une thérapeute, c'est un bien grand mot, hein, je ne veux pas du tout dire que j'agis comme une thérapeute avec des amis, mais on finit parfois par occuper cette fonction-là avec certaines personnes, et c'est super difficile pour moi, en tout cas, hein, ça a été de mettre mes limites et de dire, il faut que tu me demandes comment je vais, sinon cette relation elle fonctionne pas, c'est une relation à sens unique. Et parfois effectivement c'est valorisant en fait de tenir la coupe des gens, de voir que tu les aides et tout, mais à un moment c'est pas épanouissant. Tu t'es vidé et ça demande beaucoup d'efforts quoi. Enfin, c'est pas pour rien que c'est un véritable travail quoi d'être thérapeute. Et c'est pas le mien. Et donc ça me fait penser à ça et aussi du coup à comment tu réagis quand c'est la fin de ces relations-là, où tout dépend finalement de l'espace que tu peux maintenir pour les gens, mais que toi, t'en as pas. Souvent, c'est des relations où, à part juste se casser et pas être capable d'expliquer ce qui n'a pas été, c'est très difficile parce que les gens n'ont jamais eu l'habitude de t'écouter et tu crois, en tout cas moi je crois dans mes fonctionnements foireux, que j'arriverai même pas à mettre un point final en disant ça, puisque j'ai trop laissé la situation s'envenimer, que j'ai trop accumulé de frustration et que c'est trop tard. Parce qu'après, c'est aussi de ma faute si j'ai pas su mettre mes limites. C'est pas la faute de la personne. Et pour moi, cette mère de coupe, ce roi de coupe, donc, ça me fait penser à ces schémas relationnels que j'ai souvent. J'ai pas l'impression d'avoir des relations comme ça dans ma vie, mais ça
fait beaucoup de ménage dans mes relations, ce genre de schéma, et d'arriver à faire de la place pour soi. La reine de bâton, c'est une figure qui m'inspire beaucoup de nostalgie. J'ai l'impression de passer plusieurs années à essayer de soit lui courir après, soit la pleurer, soit me demander comment je peux être sans elle. Bon, en réalité, c'est plutôt une transformation de ce qu'elle a pu représenter et de ce qu'elle pourrait représenter à l'avenir. Donc ici dans le Next World et là dans le Slow Roller Tarot. Pour moi, elle évoque vraiment quelque chose qui est plutôt relatif à la mise en scène, au fait de jouer d'un personnage, d'être sur scène littéralement, d'organiser des choses, mais là on va plutôt retrouver le roi. Mais là où elle est, elle est radiante, elle est charismatique, elle a quand même une belle tendance à être extravertie et elle s'éclate là-dedans. Il y a vraiment un amusement. Elle va m'évoquer des moments où, par exemple, je pouvais sortir plus, où je participais à l'organisation d'événements militants. L'organisation que je vais certainement lier plutôt à d'autres figures, mais qui permettait aussi de lire en public ou d'animer des choses, de vraiment me sentir bien dans la mise en scène, dans le fait d'avoir quelque chose d'assez radiant, que j'allais pouvoir donner au monde et tout. Et c'était vraiment une façon de m'exprimer qui était très importante pour moi. Je pense que le fait de m'exprimer à travers mon style et une espèce de chaleur que j'ai envie de partager autour de moi et tout, ça fait partie de moi, ça le fait depuis très longtemps. Il y a quelque chose de spécifique dans la visionnaire de branche. Peut-être j'arrive pas à mettre le doigt spécifiquement sur quoi maintenant tout de suite parce que c'est plus là, et c'est ça qui est un peu triste pour moi. Et du coup, ce que je suis vraiment amenée à me demander, c'est mais comment je renoue le contact, comment je lui trouve une autre place, comment elle peut s'exprimer différemment. Ça peut être par exemple, ok, je suis moins extravertie que je l'ai été pendant quelques années, mais est-ce que je peux m'exprimer à travers des projets artistiques ou dévotionnels qui vont beaucoup moins me mettre publiquement en avant, et par exemple créer un oracle, ouais, travailler sur des trucs créatifs qui n'ont pas forcément vocation à être vécu publiquement, parce que c'est pas, ok, elle est très bien sur scène, hein, la reine de bâton, mais c'est pas une nécessité pour elle. Elle n'est pas forcée à l'être. Donc on a ça. Puis on a une autre chose pour moi, elle a beaucoup symbolisé une partie de ma vie qui se terminait, sur laquelle je tournais la page. Mais souvent, dans mes tirages, c'est revenu comme, ok, la reine de bâton s'en va, mais c'est pour faire plus de place au roi de bâton. Où est-il? Voilà. Le roi de bâton qui va plutôt me faire penser, elle va me faire penser au fait de... Pour moi, quand je vois ici un roi de bâton qui porte les torches, j'ai envie de porter les torches des quatre, et donc d'éclairer des zones qui sont peut-être un peu floues. Il y a des jeux d'ombre au niveau spirituel, au niveau des savoirs occultes et des choses comme ça, et de jouer, d'inspirer, d'enseigner, de transmettre des choses. Où on a vraiment quelque chose, je pense, on se met plus au service de sa communauté et de son savoir que la reine de bâton. Et le roi de bâton m'invite vraiment à être vers l'extérieur, parce que c'est ça, l'énergie, la différence entre l'énergie d'une reine et l'énergie d'un roi, c'est que l'énergie d'une reine, elle va vraiment avant tout être autour d'elle-même, autour de sa connaissance d'elle-même, sa connaissance de l'énergie d'une suite en particulier et tout. Et le roi va avoir tendance à être dans quelque chose de plus expansif, quelque chose qui va plus servir à d'autres. Ce que fait la reine sert souvent à sa communauté. Mais le roi va parfois se faire genre, oh, ça m'est un peu égal, moi, de connaître l'élément pour moi-même. Juste, je vais l'agiter pour que ça profite à un maximum de personnes. Je vais le donner à l'extérieur de moi au maximum. L'idée de plutôt être sur des outils pratiques ou
des informations, une compilation d'informations, un recensement critique d'informations qui va servir aussi à éclairer d'autres personnes qui en retour prennent les torches et en feront complètement ce qu'elles en veulent et les disperseront, les dissémineront comme elles le souhaitent. Ça me paraît quelque chose qui est plus accessible maintenant et qui est aussi plus en phase avec ma santé et avec une temporalité plus mise au point, please. Une temporalité plus longue parce qu'il y a quand même une vision de long terme qui vient avec le roi qui est peut-être un peu moins présente avec la reine qui est plus une hédoniste en général. La page d'épée, je l'adore. Donc voici dans le Modern Witch, voici dans le New Chapter et là voici dans le Fifth Spirit. Je précise que je genre en général les cartes au féminin puisqu'on parle de moi et que c'est les pronoms que j'utilise, mais je ne pense pas que chacune des cartes soit reliée à un genre ou à une façon de genrer grammaticalement plus qu'une autre. Et en général, je pense qu'on peut toutes les voir comme non-binaires ou de genre neutre et puis voir selon des situations si... s'il y a quelque chose qui s'adapte plus en fonction de la personne qui parle. En l'occurrence, Meuf 6 utilise le pronom elle, donc va utiliser elle pour la plupart des cartes. Quand j'étais enfant, j'ai adoré lire. Je vivais au milieu des champs et c'était pas forcément quelque chose qui me réjouissait. Parfois c'était un peu long, j'étais pas forcément très active en extérieur avec l'envie de me dépenser, tout ça. J'étais plutôt, plutôt calme et dans mes jeux et tout ça. Et donc la page d'épée, elle me fait penser aux histoires que je lisais et puis aux histoires que j'écoutais et que j'écrivais parce que bah, évidemment, comme tellement d'enfants, j'avais envie d'être écrivaine dès que j'ai commencé à lire et à écrire et j'écrivais. J'allais jamais très loin dans mes histoires, mais je l'ai développé. J'aimais particulièrement lire la littérature pour enfants du 19e siècle, les trucs bien clichés affreux, type la comtesse de Ségur et tout ça, j'adorais. Et j'adorais l'idée de vivre à une autre époque. C'est vraiment très important pour moi. Alors, les personnes de ma génération verront exactement de quoi je veux parler avec les Playmobil Belle Époque. J'avais une admiration sans borne pour ces Playmobil dont je rêvais désespérément, de la grande maison que je n'aurais jamais eue. Mais donc toute cette idée d'être au tournant du siècle, au début du XXe siècle, et d'inventer des scénettes dans une grande maison, c'est un peu le Downton Abbey de l'époque, hein, finalement, où on voyait aussi ce qui se passait à différents niveaux, l'envers du décor, derrière les riches et l'opulence et tout. Bon, et j'avais pas toutes les clés d'analyse, hein, je lisais surtout des trucs qui avaient trait à la vie des riches et c'était plutôt triste, ou qui représentaient les classes populaires avec avec un gros mépris de classe dans la plupart du temps. Mais voilà, c'était peut-être aussi le reflet de la classe moyenne dans laquelle j'ai grandi. J'ai pas beaucoup d'outils pour déconstruire tout ça, mais dans ma tête, en tout cas, je voyageais et j'écrivais des histoires tout le temps, mais j'avais envie d'en connaître plus, donc je lisais pas que des romans, mais je lisais aussi toutes sortes de contenus d'encyclopédies pour enfants, de bibles pour enfants, de trucs qui élargissaient mes connaissances et qui me permettaient du coup de créer encore plus de contenu dans mon imaginaire et de vivre avec encore plus de possibilités, d'autres espaces-temps que ceci. Donc la page d'épée me fait fortement penser à ça, et donc une des questions qu'on peut se poser hein, quand on essaie comme ça de lier une figure en tant qu'archétype à un moment spécifique de notre vie, c'est comment je me connecte encore à cet aspect-là, parce qu'il y a d'autres aspects évidemment, à cet aspect-là de la page d'épée maintenant. Est-ce que parfois j'écris des scénettes ou des nouvelles ou des petits sketchs pour le pur plaisir? Est-ce que... qu'est-ce que j'aime bien lire comme histoire sur Wikipédia pour partir à la recherche de nouvelles choses? Je dirais que la plupart des choses, par exemple, maintenant qui m'intéressent, qui font un peu référence à ça, c'est la mythologie, c'est écouter des audiobooks sur la mythologie. Je peux immédiatement
pensé à un pendant de cette page d'épée qui est ici la cavalière d'épée, qui est que j'étais toujours à mon aise dans un univers de mots et de création autour des mots et de rêver des univers et tout ça, mais ma communication avec mon imaginaire, ça se passait très bien. Ma communication avec le reste du monde a longtemps été très très difficile, et c'est certainement dû aussi au contexte familial dans lequel j'ai grandi. J'ai mis beaucoup de temps à pouvoir m'exprimer autrement qu'à travers des pics, des petites remarques un peu cassantes. J'ai dû apprendre à pas être dans le jugement, parce que je pense que c'est mon fonctionnement par défaut, donc je dois sans cesse le désapprendre. Du coup, cet aspect rentre dedans, qui fait pas trop attention aux sentiments des autres, qui pour le bon mot va parfois être vraiment méchante et tout, de la reine, de la cavalière d'épée, je le connais bien. Et ça, si je dois penser à un moment fort de ce mauvais fonctionnement, je penserais plutôt à mon adolescence, et aussi quand j'étais jeune adulte, quand j'étais à l'UNIF, et que du coup j'ai quitté cet environnement-là, mais j'ai dû apprendre à communiquer avec des gens de façon plus respectueuse, et donc à être moins dans ce registre-là. Et, dès qu'on m'a enlevé de ma bulle, de mon petit imaginaire, c'était difficile pour moi d'être dans l'interaction avec des vrais gens. Et avec des vrais gens, souvent ça se passait mal. Je n'étais pas super sympa. Enfin, je pense... Ça va, je crois que j'étais assez sympa, mais je pouvais être vraiment cassante. Je peux encore l'être, je veux pas le nier. Je pense que c'est aussi un côté très mercurien qu'on a besoin sans cesse de désamorcer, aussi de réagir au quart de tour quand il y a quelque chose qui va pas, quand on veut reprocher quelque chose à quelqu'un, ou voilà. J'adore tout particulièrement sa représentation dans le slow roller. Et donc si je devais me poser des questions par rapport à ça, une fois que je l'ai associé à un moment de ma vie, c'est qui elle aurait pu rencontrer à ce moment-là, comme archétype dans les figures qui l'auraient calmé. Ce qui me vient directement intuitivement, c'est la reine de coupe, mais peut-être ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Je pense que la reine d'épée aurait aussi beaucoup à lui apprendre sur comment se calmer, sur comment ne pas être juste une plaie béante qui crache du sang dans tous les sens, et plutôt soigner ses plaies et grandir avec des cicatrices qui font toujours partie de nous, mais qui sont moins acerbes, dont il y a moins de poison qui émane, on pourrait dire. Donc ça, c'est le type de question qui peut se poser. Puis aussi réfléchir au côté humoristique, peut-être que ça peut être d'être la cavalière d'épée, ne pas rester que sur les aspects négatifs ou méchants de la cavalière d'épée, mais qu'est-ce qu'elle fait quand elle est super efficace, quand sa réaction ou son esprit critique, en fait, c'est tout ce dont on a besoin pour crever l'abcès, ou pour aller au-delà des apparences et tout ça, parce que peut-être c'était une grande partie de cette façon de m'exprimer, était que j'étais super frustrée de tout ce que les gens cachaient derrière les apparences, et que souvent on mettait un vernis pour faire oublier toutes toutes les violences, et que j'avais toujours envie de faire. Non, il y a quelque chose derrière, je le sais, peut-être. Voilà, des choses comme ça qui peuvent me permettre d'interagir avec la cavalière autrement, et de rétablir peut-être ma relation à elle. Sur le fait de raconter des histoires, d'être en contact avec son imaginaire, d'avoir beaucoup d'imagination, j'aurais aussi pu penser aux pages de coupe, mais je vais la garder pour autre chose, parce que pour moi il y avait quand même quelque chose qui était beaucoup plus là au niveau de la rédaction, de l'invention d'histoires, de la communication, et peut-être un peu moins au niveau du ressenti. Donc j'utiliserai la page pour autre chose. Par contre, je vais déjà parler de la cavalière de coupe. J'adore la cavalière de coupe. Et je vais réutiliser un moment de cavalière de coupe qui est assez ambigu, parce que ça peut être qui on voit dans la cavalière de coupe, et en même temps cet exemple mais en fait elle me ramène avant tout à un aspect de moi-même, quoi. Donc ici elle est dans le Fifth Spirit, et la voilà dans le New Chapter. Parce que
c'est vraiment un moment où j'étais genre le crush total, le crush un peu concon, où on se dit que oh, la personne elle est trop parfaite, elle est trop belle, elle a trop du style, elle est trop intelligente. Mais je pense que si je raconte ma version de l'histoire, je vais surtout dire elle était vraiment cavalière de coupe dans le genre un peu ok, elle avait sa petite armure là, elle se la jouait un peu elle a tout pour plaire. J'ai souvent eu l'art d'avoir des crushs pour des personnes comme ça qui étaient pas tellement à l'aise avec qui elles étaient et donc qui étaient super forts dans la séduction, pas forcément pour le plaisir d'être foireuse ou méchante ou quoi, parce que c'est une façon de se cacher, de cacher le fait qu'on n'est pas confortable et d'essayer d'obtenir euh, de l'attention des gens, donc peut-être on se sent pas forcément à la hauteur ni rien. Donc à ce moment-là, j'avais un crush sur une personne qui était tout ce que j'avais envie qu'elle soit. Elle était ouais, tout ça. Et en même temps, ça m'a mis des mois à m'en rendre compte, elle était ultra fausse. Et donc, elle me jouait dans le jeu de la séduction, elle répondait aux flirts, elle était blablabla. Et en même temps, elle me cachait des trucs, mais genre majeurs. Genre qu'elle n'était pas disponible pour une relation en réalité, même qu'elle était déjà dans une relation. Ah, c'est vrai, l'eau a coulé sur les ponts et je sais pas c'était quoi les motivations de cette personne et peu importe. Mais en fait, c'était ce côté, elle arrive sur son cheval blanc, ça c'est très cavalière de coupe. Parce que j'en ai une ici sur son cheval blanc, j'en ai une ici sur son cheval blanc. Et au final, c'est pas elle qui était ce côté. Je joue un côté un peu trop princesse, un peu trop idéal, un peu trop rêvé. Tout, c'est moi. C'est moi qui à ce moment-là avait besoin de rêver, avait besoin de recroire que l'amour était possible et que je le méritais et de ressentir aussi la douleur, l'immense tristesse quand ça s'est pas concrétisé parce que de cette tristesse-là, j'ai pu conscientiser qu'en fait j'avais vraiment, mais vraiment très très envie de tomber amoureuse et d'une relation et de quelqu'un avec qui il y aurait ces paillettes dans les yeux et tout ça. Et, et donc j'aurais pu voir en elle ce côté un peu parfois faux et dans la séduction de la cavalière de coupe parce elle peut avoir cet aspect-là. Mais en fait, c'était moi la cavalière de coupe. J'étais tellement en quête de l'amour, de la relation, d'une personne qui allait être tellement parfaite que voilà, je me suis laissée complètement emporter par l'idée de l'amour. Ça, c'est typique de la cavalière. On est plus amoureuse de l'idée de l'amour, de l'idée du crush, de l'idée du flirt que impliquée dans en fait la relation elle-même. Mais ce qui s'est passé, c'est que est-ce que cette personne a révélé de moi, enfin ce que j'ai vu en elle, ce qu'il y a eu comme jeu de projection de miroir et tout, ça m'a vraiment révélé que en fait ouais j'avais grave envie d'être amoureuse et que cette façon d'être amoureuse qui était en fait pas forcément réciproque et qui s'est ultra mal terminée, bah ça a ouvert un truc en moi, vraiment. La reine de Pentacle, ici dans le Fifth Spirit, ici dans le Slow Roller et le Modern Witch. La reine de Pentacle, pour moi, c'est vraiment le moment où j'ai fait la paix avec mon corps, où j'ai arrêté de me détester, de vouloir changer, de penser que ça servait à rien que j'essaie de faire la paix avec mon propre corps parce que ce serait pas suffisant, parce que le monde entier ne m'aimerait quand même jamais, qu'on pouvait pas me désirer, etc. Je pense que la reine de bâton, c'est le moment où j'ai fait bah, rien à foutre en fait. Moi, mon avis sur moi-même, c'est celui qui compte. Et, et je vais développer une relation de plaisir, d'abondance, d'amour avec mon propre corps. Donc ça coïncide avec le moment où j'ai découvert le fat activisme, qui directement a fait waouh, révélation, plein de choses ont changé dans ma vie. C'était aussi la période où enfin j'étais prête à être lesbienne. C'était la période où j'ai rencontré beaucoup de femmes queer qui ont aussi qui m'ont aidé à accepter mon propre corps. Alors est-ce que mon rapport au corps est un rapport d'amour constant et tout? Certainement pas, mais il y a ceci dit, je pense que je ne suis jamais retournée à la détestation que je pouvais avoir, à l'envie de me faire du mal, à l'envie de me détruire et tout ça, à partir du moment où j'ai pu faire l'expérience intime de la reine de Pentacle et accepter que je le serais.
La cavalière de Pentacle. C'est une carte qui, depuis que je tire les cartes, ressort souvent dans des moments de transition au niveau du logement, au niveau professionnel. Et quand j'y pense, je pense aussi au niveau des études et des nouvelles choses à apprendre de toute façon. C'est une carte qui va forcément sortir. J'aime bien l'idée ici avec la voyageuse de pierre, qu'on laisse les pierres derrière soi au cas où pour retrouver sa route de retour, et en même temps on les jette à l'eau, et donc il y a comme quelque chose d'assez immuable malgré tout dans la transition qu'on est en train de réaliser, même si ces petites pierres symboliquement nous rappellent qu'on aura toujours un lien avec d'où on vient. Donc voilà, quand je vois celle-ci, je pense énormément à mes années d'étudiante quand je suis arrivée à Bruxelles. Donc j'ai décidé de venir à Bruxelles, de venir à la ville, contrairement à la plupart de mes camarades de classe de l'époque. J'ai voulu justement rompre avec tout ça. Et en même temps, j'ai mis du temps. Il y a cette idée de lenteur qui est propre à la cavalière de Pentacle. Mon Dieu! J'ai mis du temps à explorer la ville, j'ai exploré la ville quand je suis arrivée à Bruxelles. Et puis après, les études, c'était déjà tellement de stress, tellement d'interactions sociales, tellement de phobie sociale, d'agoraphobie, que j'ai vraiment arrêté, j'ai eu très peur de la ville très longtemps. Et donc c'est aussi tout ce temps que ça met en réalité pour vraiment investir un endroit. Ou partir à sa découverte, ou le laisser nous accepter, ou parfois... on vit dans les logements où on sent vraiment que les énergies du lieu, elles sont pas pour nous, que l'endroit veut pas de nous, que ce soit les gens, les voisins ou les propriétaires et tout, ou que ce soit quelque chose d'autre qui traîne dans ces lieux-là. Ça me fait penser à ça me fait aussi penser à ce petit baluchon qui est pas un petit baluchon, pas le petit baluchon du fond, hein. On est sur du sacrément chargé au fait de faire les allers-retours tous les week-ends pour retourner à la campagne et puis revenir en ville, et à quel point c'était ultra stressant pour moi de prendre le train tout le temps, les transports en commun et tout, de devoir revenir seule en ville, et en même temps cette période de transition qui finalement était très très longue, hein, pendant mes 5 années d'études, elle m'a quand même permis au final, lentement mais sûrement, de trouver ma place à Bruxelles, de trouver ma relation avec la ville, d'enfin trouver un appartement où j'allais être à l'aise, et un travail aussi. Donc voilà, peut-être que finalement, toute la période de mes études universitaires, ça a été comme une grande transition qui n'en a pas fini, qui a été particulièrement douloureuse. Mais la cavalière de Pentacle, elle sait qu'elle fait ça pour une raison, même si parfois elle perd de vue elle persiste. Elle doit persister, elle n'a pas forcément le choix, mais voilà, elle a sa boussole sur le côté de son sac, et elle va de l'avant par nécessité ou par choix. Elle s'engage lentement dans ces processus-là. Alors parfois le lentement d'un déménagement, c'est 3 mois, et c'est 3 mois horribles, on fait des cartons tout le temps, et parfois c'est 3 ans où on est dans un entre-deux au niveau professionnel, où cette reine de coupe du slow roller me plaît. Elle m'a fait penser tout simplement à des moments de bain divinatoire où je vais récolter des plantes du type l'armoise ou la camomille. Bon, j'aime pas trop m'étendre sur ce type de sujet parce que c'est très personnel, et je fais de la méditation où je laisse venir les visions, etc. C'est des moments qui sont très très propices à ça, à vivre en résonance parfaite, en alignement parfait avec son intuition, et cette vision de la baignoire, de ces rituels-là. Ici, par exemple, elle va aussi me faire penser à la mer. J'aime bien ce que ça symbolise de ces moments d'ultra connexion avec notre intuition, et aussi j'aime bien celle-ci du Fifth Spirit, où on a une reine de coupe, déjà grosse, hein, ça me fait plaisir, mais qui est là avec tous ces objets de divination. C'est aussi cet état d'esprit, cet engagement de vivre avec l'intuition, de vivre avec l'invisible, de travailler la relation avec l'invisible et le service à l'invisible ou à des déités ou des entités au quotidien. Donc on a sa résonance entre les moments où c'est temporaire parce qu'on n'arrive pas forcément à intégrer ça, à ritualiser ça dans son quotidien, puis les moments où ça devient une réelle façon d'être. Donc voilà.
Je dirais que c'est mon parcours depuis que je tire les cartes, il y a maintenant 5 ans, quoi. Progressivement, désintellectualiser la chose et faire une place pour quelque chose de plus médiumnique ou de plus canalisé ou de plus intuitif, ou une place à quelque chose qui est plus méditation, sorcière. La page de coupe, c'est une enfant ultra mystique que j'étais, et les moments où vraiment le mysticisme était tellement important pour moi. Du coup, bah, j'étais dans un environnement catholique à l'époque, et c'était aller à la messe, c'était avoir une fascination pour la Vierge Marie, c'était rêver d'elle, c'était vouloir lui créer des hôtels dans la nature, aller en pèlerinage à Lourdes. C'était aussi vouloir être nonne pour pouvoir justement vivre avec cette foi, avec ce mysticisme. Et il y a plein d'autres raisons derrière. Et vous en connaissez certainement beaucoup des enfants queer qui voulaient être nonnes quand elles étaient gamines. Et on sait très bien que c'est certainement pas pour rien. Les personnes qui utilisent l'astrologie moderne ont tendance à voir ça dans ma Lilith en poisson. Alors du coup, moi, j'utilise pas trop ça, je connais pas. Mais c'est intéressant hein, par rapport à la dose de mysticisme que j'avais quand j'étais enfant en étant la page de coupe, et que tout me semblait possible, et que c'était tellement fort et tout ça. Et puis le moment où, plus ou moins progressivement, enfin il y a eu des à-coups, des accros qui étaient assez difficiles, puis progressivement ça s'étiole jusqu'à des années plus tard. Tu réapprends à renouer avec une autre forme de mysticisme, d'autres formes de croyances, tu renoues avec l'invisible, et tu réapprends à parler le langage de l'invisible qui du coup n'a pas grand chose à voir avec celui qui était celui du catholicisme. Donc ça pour moi c'est très intéressant, et j'ai pas de grandes questions à poser à cette carte parce qu'elle fait tellement intimement partie de moi, de ma façon d'être, d'appréhender le monde. Mais si vous ressentez ce genre de coupure où vous vous demandez où est votre mysticisme, et encore une fois, hein, la page de coupe n'est pas que du mysticisme, mais ça peut être intéressant d'aller chercher, d'aller gratter, qu'est-ce qui vous en empêche, qu'est-ce qui vous empêche de voir du merveilleux, de voir le monde de façon enchantée. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est des réflexions intellectuelles, ou est-ce que c'est que... voilà, d'où viennent les blocages, quoi. Est-ce que vous êtes contre ces blocages et vous avez envie d'aller contre, ou est-ce que vous êtes tout à fait bien avec ça et que vous pensez que je suis quand même bien perchée de vivre dans un monde de mysticisme comme la page de coupe? Pourquoi pas? Mais du coup, comment vous allez aller à la rencontre de la vôtre? Qu'est-ce qu'elle peut symboliser d'autre que ça? Par exemple, des nouvelles rencontres, des nouvelles façons de relationner. Donc l'animisme, c'est ça aussi, c'est une autre façon de relationner avec son environnement. C'est de penser que beaucoup de choses sont en vie, qu'il y a beaucoup plus d'entités que ce qui est apparent avec si on ne se fie qu'à nos sens complètement désenchantés. Mais voilà, ça peut être d'aller à la rencontre d'autres façons de relationner, tout simplement. Par exemple, si vous êtes dans une relation monogame et que vous en avez ras le popotin et que vous voulez envisager le polyamour, peut-être que le page de coupe, c'est ça. Donc voilà, comment on peut enclencher des réflexions sur base d'un truc qui a priori n'a rien à voir. Le Many Queens me donne aussi la page de Pentacle. Le mot-clé qui me vient à l'esprit directement, là, cette fois-ci avec la page de Pentacle, c'est l'apprentissage. Ce serait pas forcément que ce mot-clé, mais c'est ça qui me vient à l'esprit. Et alors, je la trouve top. High fashion. Elle a ses plumes dans le chapeau. Vous savez que j'adore les chapeaux et les bibis en tout genre. C'est sa tenue de rêve et tout ça. Alors, ce qui m'est venu intuitivement à l'esprit, c'est toute une période comme ça. Après quelques années de vie professionnelle et tout, j'avais trop envie de retourner à l'université, et je regardais comment m'inscrire pour des cours à Londres et des trucs comme ça, parce que je voulais approfondir l'histoire de la mode. J'ai une passion aussi pour l'histoire de la mode et du vêtement et le vintage et plein d'autres choses, mais c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait vraiment super fort à ce moment-là. Donc le côté
apprentissage, carrière, déplacement, recommencer des études et tout, était aussi lié à quelque chose de très incarné, qui font partie des pentacles et de son rapport au corps et tout ça, d'explorer des nouveaux styles vestimentaires, de porter les choses vintage que j'avais envie de porter, de pas me limiter et tout ça. Donc peut-être que ça me permet justement de penser à un moment où l'articulation entre que j'avais envie, où j'avais envie de vivre, ce que j'avais envie d'étudier, comment j'avais envie de m'habiller, quel signal j'avais envie de donner moi à mon corps et quel signal j'avais envie de donner au monde à travers mon propre corps. Tout ça se rencontrait. Bon, ça s'est jamais concrétisé, je regrette pas, je suis vraiment pas faite pour les études formelles. Pas du tout. Je déteste ça. J'ai beaucoup aimé ça quand j'étais enfant et ado. Mais après, une fois que ça m'est passé, ça m'est passé. mais c'est intéressant de voir que ce soit à ce moment-là qui me soit venu en tête parce que tout était très connecté. Comme je cherche les cartes dont je ne vous ai pas encore parlé, j'en profite pour vous montrer cette page de Pentacle parce qu'elle me plaît énormément dans le Fifth Spirit. Elle me fait un peu penser à celle du Wild Unknown, Roi d'épée. Il nous reste 3 cartes. Et je commence par celle-ci parce que je l'aime beaucoup. Donc Slow Roller et Fifth Spirit. Là, directement, ce qui me vient, c'est ma passion pour l'histoire familiale, la généalogie et tout ça. Et ça me fait penser certainement à la rencontre du roi de Pentacle et du roi d'épée. Quand elles se rencontrent, je pense qu'on fait... on est très intéressé par la transmission générationnelle, l'histoire générationnelle et aussi la transmission des traumas générationnels. Et du coup, pour moi, le roi d'épée, ça va plutôt être la transmission au niveau de la culture du militantisme, l'accent sur la transmission, mais vraiment quoi, la transmission de la mémoire des luttes, les mémoires générationnelles, etc. Est-ce que j'ai parlé aussi de transmission avec le roi de bâton? Peut-être c'est pas la chose la plus classique à laquelle on pense en roi, mais pour moi, dans comment je les vois dans ma propre vie, c'est assez présent. Mais ouais, le roi d'épée, pour le coup, c'est vraiment... Là où le roi de bâton va plus donner peut-être des outils, va encourager, va inspirer, va vous inspirer à prendre les torches. J'écris des hymnes pour que l'histoire du fat activisme ne se perde pas, par exemple, pour participer à cette transmission-là. Je participe au projet en vidéo de constellation queer. J'organise des colloques d'études de genre. Bon, ça c'était mon métier pendant des années. Plutôt tous ces aspects-là que je vais retrouver là-dedans. Donc quelque chose qui, professionnellement et artistiquement, là où il y a un lien qui se fait dans le fait de communiquer pour que les liens entre les générations ne se perdent pas, même si on va forcément critiquer ce qui vient avant nous, qu'on ne va pas forcément tout prendre, qu'on continue quand même de transmettre d'où on vient. Mésine. Puis ça me fait aussi penser à... les moments, finalement, c'est pas du tout représentatif de qui je suis, ça n'a pas pris des années et des années dans ma vie, mais les moments où je me suis plutôt investie dans l'organisation communautaire, de l'organisation d'espaces communautaires, d'espaces lesbiens, ou entre personnes grosses et tout ça, où j'étais assez impliquée dans le fait de créer du lien, dans le fait d'être dans le réseautage et tout ça, aussi au niveau professionnel d'ailleurs, que j'arrive... plus à faire au niveau de ma santé, et puis aussi qui fait certainement moins partie de ce qui est à l'ordre du jour pour moi pour l'instant. Là, je prends des exemples de moments où j'étais quand même dans une forme d'épanouissement par rapport à ma vie, au développement de certains de mes centres d'intérêt et tout ça, et c'est intéressant aussi de faire l'effort de se dire, mais est-ce que j'étais pas aussi le roi d'épée à d'autres moments de ma vie? Quand est-ce que j'étais le roi d'épée quand j'étais enfant? Et là, je dirais, ah bah oui, bien sûr, bien sûr, j'étais une enfant révoltée, j'étais une enfant féministe, et j'avais envie d'écrire là-dessus, de ramener les problématiques, des choses qui me choquaient, ou de transformation sociale et tout. J'avais envie de ramener ça en cours, et puis comme adolescente aussi, dans les cours, dans mes groupes d'amis et tout ça, c'était un peu de rallier les gens à mes causes, avec plus ou moins de succès, mais mes causes étaient aussi plus ou moins des succès d'ailleurs. La reine d'épée du Next World, la reine d'épée du Slow Roller, la reine d'épée
Et encore une fois, la mise au point va être compliquée. Défi spirit, donc je vais rester sur celle-ci. Je crois que c'est l'histoire de mon combat avec la santé mentale, comme aussi je me suis automutilée longtemps dans ma vie. Ces épées, ces lames, elles ont un sens particulier quoi, dans les mains de ces figures. Et c'est tout le travail d'essayer de guérir, même dans des moments où en fait ça empire et tout ça. Et donc c'est la thérapie où pendant des années j'écrivais sur ce que je ressentais, même si j'étais pas forcément capable de les traiter. J'écrivais sur ce qui me hantait, j'écrivais sur tout ça. Il y avait déjà quelque chose là-dedans d'être une future reine d'épée, et donc d'enclencher ce processus de vivre avec ses blessures ou avec ses cicatrices et de vivre en survivante avec ses traumatismes et tout ça, mais de quand même essayer de vivre. Et c'était difficile, et puis dans les moments où ça a été mieux, du coup ça a été de pouvoir témoigner quand j'en avais, pas juste l'occasion, mais quand j'en avais le courage, de témoigner de ce que c'est un parcours difficile en termes de santé mentale, qu'est-ce que c'est de tout ça. Je ne vais pas rentrer là dans ce sujet une nouvelle fois, sinon ça va être long. Et pour faire le lien avec ce que je disais au tout début sur la lettre de mon ancienne moi et mes lettres à mes futurs moi, c'est toujours de faire du lien avec celle que j'ai pu être et celle que je pourrais être, et de ramener de la guérison, et que mais les moments où ça a été difficile pour moi, ça puisse me servir et ça puisse servir à d'autres. Et c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours aussi simple que ça, mais pour moi, être la reine d'épée et être le plus souvent possible au plus proche d'elle, c'est être ça. C'est de vivre dans une optique de la souffrance, elle est là, mais la guérison, elle est là aussi. C'est de pouvoir tenir ces deux contraires pour soi-même et de pouvoir aussi offrir aux autres un peu des baumes, du soulagement, et parfois juste des mots ou de l'écoute ou des témoignages qui donnent ce sentiment que juste qu'on n'est pas seul, quoi. J'ai pas envie de dire des trucs bateaux, genre on en revient toujours, on survit toujours. Parfois, peu importe tes mots, quoi. Oh, ça me fait du bien de finir sur le roi de Pentacle, parce que là on est sur quelqu'un de peu de mots et ça me convient très bien. Dans le Next World, je pense pas que c'est un hasard de finir sur le roi de Pentacle. C'est marrant, là on la voit sur son taureau, et ça pourrait me faire penser à mes planètes en taureau. Mais non, c'est pas un hasard si on termine sur cette carte-là. Elle m'inspire, elle est difficile. C'est vraiment celle où je vais vous dire, oui, je sais. Je sais, en théorie, on a plein de parties de nous qui font écho aux 16 figures. Et puis, il y a aussi des moments où on cale, quoi. On se dit, waouh, le roi, oh là là, le roi de Pentacle, mais je suis l'inverse du roi de Pentacle. Non, il est où? Quoi? Qui? Allô? Allô, partie de moi, roi de Pentacle? Ding. Bon, ok. J'ai l'impression que beaucoup des images qui me viennent quand j'essaie de travailler avec les cartes, là, c'est des espèces de visions idéalisées de mon enfance, où j'ai gardé les trucs qui m'arrangeaient le plus, j'ai retravaillé dessus, j'écris dessus à tel ou tel moment. Alors c'est bien, bien rond, ça fonctionne bien et tout, et c'est peut-être pas forcément le plus lucide, mais bon. C'est ça, hein, les récits de soi, c'est ça, on fait du tri, ne rêvons pas. Donc l'image qui me vient là, c'est... je sais pas, j'avais certainement 8, 9, 10 ans, et je trouvais qu'il y avait des peupliers près de la maison où mon frère, ma soeur et moi, on aurait tous dû lier un lien avec un des peupliers et faire genre c'est notre cabane pour ces vacances-ci ou pour toujours. Donc ça aurait été vraiment comme un arbre tutélaire pour nous, et donc tous les jours je serais venue venir là pour avoir une relation avec ce peuplier et grandir auprès de son tronc et sentir ses racines et presque finir par être en osmose avec cet environnement-là. Et il y a indéniablement un des aspects du roi de disque qui est ça, hein, qui est de juste être
en conscience avec son environnement et dans le soin à son environnement. Et ça peut être sa famille de cœur, sa famille génétique, ses animaux ou plein d'autres choses. Et certainement qu'il y a aussi moyen, j'espère, hein, d'être le roi sans être dans ce rapport un peu hiérarchique, où c'est avec ce déterminant qui semble indiquer que les choses sont à elle, mais plutôt d'être dans quelque chose de très ouvert par rapport à ça. Mais par rapport à la reine, où les choses vont peut-être se faire plus de façon organique, de façon on est à l'écoute et tout va bien. Dans le roi, il y a une volonté de construire quelque chose, et là c'était moi avec ce peuplier, ce rêve d'avoir une relation sur la longueur, et que finalement on finirait presque par ne faire qu'un, et la cabane elle se ferait tout seule. J'ai jamais pu construire des cabanes, et vous m'avez déjà regardé 2 minutes, j'ai jamais pu monter aux arbres ni rien, j'ai un scène. Ma maladie génétique, elle était déjà là à l'époque, elle était peut-être pas diagnostiquée, mais il n'y a pas de problème, elle était là. mais dans cette ambition-là, parce que c'est aussi une carte d'ambition, le roi de Pentacle, il y avait certainement ça. Et peut-être que quand j'essaie de m'imaginer, et que je pense roi de Pentacle maintenant, et je pense carrière, les gens qui ont tout sous contrôle, qui gèrent, qui arrivent à avoir des thunes et à gérer des thunes et des trucs comme ça, je peux dire... peut-être que je devrais davantage me connecter à cet esprit que j'avais enfant, quand je pensais nouer un lien si fort avec ce peuplier qu'on finirait par être une vraie team et à se porter mutuellement. je sais pas à quel point ça a du sens, mais c'est vraiment l'image qui m'est venue. Le temps est super orageux, donc ça a été très laborieux pour moi de faire cette vidéo. J'espère que c'était quand même agréable à suivre, pas trop compliqué, pas trop alambiqué, que j'ai pas trop bégayé, cherché mes mots et tout. J'ai tout de rouge. Voilà, avec l'éventail Calice m'a offert pour mon anniversaire. Ça va mieux. Je suis KO. Je suis KO, non. Donc ce que je vais essayer de faire, même si ce sera peut-être pas là tout de suite au moment où la vidéo est publiée, c'est de faire un complément sur mon blog avec le type de questions qu'on peut se poser quand on fait ce genre d'exercice, peut-être comment faire interagir les cartes davantage entre elles, etc. Donc ce sera un moment sur le site. Si c'est pas là au moment où vous regardez cette vidéo, regardez dans les commentaires ou dans la box de description un peu plus tard. Je sais pas comment clôturer. Aucune idée. Les gros bidous, merci de m'avoir écouté. C'est pénible là sur la fin, on rame. Alors j'ai pas de grande déclaration à faire. Il y aura certainement d'autres choses sur les figures plus tard, peut-être des aspects plus théoriques ou quoi. Puis peut-être qu'un jour je ferai même des cours sur ces sujets-là qui auront un niveau un petit peu moins fouillis que ce que ça donne ici. Mais pour l'heure, un très très grand merci de me suivre. À bientôt pour de nouvelles aventures les gros bidous.